Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 2 mai 2025. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit focus sur les 40 actions du CAC 40. On commencera justement avec les indices étrangers et on fera un petit point aussi sur les chiffres macroéconomiques et la belle tendance qui se confirme avec les résultats notamment de certaines américaines, sauf aujourd'hui, notamment avec Apple qui a un peu plus de mal. On verra éventuellement les grosses américaines ce week-end ou la semaine prochaine. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le Dow qui fait plus 1 aujourd'hui, il est juste sous sa résistance ici à 41 300 et on voit qu'il rejoint finalement l'oblique, l'oblique de consolidation puis de dégradation. On a passé la période post taxe douanière, on est un peu dans les accords, ça va mieux, c'est pas complètement relancé, mais on sent que finalement, porté peut-être par des bons résultats, alors pas partout, mais sur pas mal de valeurs, ça a été le cas, on pourrait repartir. Donc c'est ces niveaux-là qu'on surveillera, notamment sur le Dow Jones, les 41 300 sur le Nasdaq. On prend aussi plus 1,4 et on le voit, on a déjà cassé l'oblique de correction. Les techs reviennent bien et elles avaient perdu énormément aussi. Les techs, on le sait, c'est un peu plus volatile et on revient sur des zones clés, notamment la moyenne à 200 qu'on avait cassé au mois de mars. On avait essayé de repartir au mois fin mars, début mars on casse, fin mars on retente. Et là on est sur les mêmes niveaux, autour des 20 002, 20 003. Donc la semaine prochaine, on aura peut-être enfin la tendance qui se confirme pour un Nasdaq, à savoir est-ce qu'on va encore faire un échec ou est-ce qu'on va réussir à casser cette zone et à confirmer la dynamique plutôt haussière. La Chine, c'est pareil, elle revient ici sur le CSI 300 sur les annonces d'avant avant taxe douanière, donc cette période-là est effacée sur la plupart des marchés. On peut le voir aussi sur le Dow Jones Shanghai. On est quasiment revenu sur les 462 ici. Et on cote sur les 453. Il nous manque encore un petit écart sur la Chine, mais on a pas mal de valeurs chinoises qui vont bien. Et puis on a peut-être des accords, alors pas des accords, mais des discussions déjà entre les Américains et les Chinois. Obligés, parce qu'on peut pas aujourd'hui se passer de gros acteurs commerciaux et de faire un embargo sur des valeurs qui sont achetés massivement par son pays, donc il va forcément y avoir des accords. C'est en train de se faire et de se négocier, et évidemment l'Inde qui va bien. On l'avait dit depuis le début mars, probable rebond, et puis ça s'est confirmé mi-mars et début avril. Donc là, on a une belle dynamique de l'Inde. C'est un des marchés avec la plus grosse croissance, donc toujours intéressant. Un petit point sur les chiffres aujourd'hui. Si je les retrouve, ils sont là. Notamment les PMI, on le sait, au-delà de 50, c'est une des stats économiques qui montrent l'expansion du secteur. En dessous, c'est la contraction. Et on est toujours un peu en dessous, notamment en France, en Allemagne, en Europe, à 48-49. Et les États-Unis nous ont donné des chiffres, notamment sur le salaire moyen horaire. Ça, c'est intéressant, notamment pour l'inflation, parce que si on a des salaires qui augmentent à chaque fois de plus en plus, ça soutient un peu l'inflation et il faut un peu baisser ces salaires, ou du moins freiner la hausse des salaires, et ça semble enfin être le cas. Alors on était à 0,3, on visait 0,3 sur le mois, et on fait plus 0,2, donc confirmation que la croissance américaine commence à ralentir avec ces chiffres-là, et création d'emplois non agricoles, on a quand même créé un peu plus d'emplois que prévu. Alors là aussi c'est assez volatile d'un mois sur l'autre, mais bon, on était à 228 000, on espérait 129, on fait 177, donc un marché de l'emploi qui ne craque pas, et c'est ça qu'on voit sur les États-Unis. C'est oui, une croissance, une baisse de la dynamique, mais pas de capitulation, pas d'explosion. On a encore des résultats pas mal sur les chiffres des entreprises, et on a sur les chiffres macro une bonne résistance encore des chiffres sur l'emploi, notamment sur les salaires, sur les Américains. Donc baisse oui, mais pas d'explosion du marché US. Et le chômage, on reste à 4,2% aux États-Unis, ce qui est un peu élevé quand même par rapport aux derniers mois, aux dernières années.
Mais là aussi, on n'a pas d'explosion du chômage pour le moment. On va regarder le CAC 40. Et ça y est, on a dépassé hein, la moyenne à 200 qu'on avait testé pendant quelques jours et on est porté hein, par cette belle dynamique, par ce rebond et ces accords finalement sur les taxes douanières qui sont en train de se faire et puis par des résultats plutôt corrects et aussi avec les derniers résultats de la tech, notamment Microsoft, même si Amazon et surtout Apple c'est un peu moins bien, ça devrait suivre quand même. Donc oui, est-ce que la tendance moyen terme est partie, pas encore, on le voit, hein, ça demandera une confirmation notamment sur les 7000, 7008, 7009. Mais le rebond est là, la force du rebond est importante et intéressante et on voit qu'on est quand même dans des dispositions plutôt favorables. Donc ce qu'on verra, c'est est-ce qu'on a la capacité à continuer le rebond, auquel cas grosse dynamique, hein, c'est pas impossible. Mais surtout, si on a un petit échec ces prochains jours et un retour plus bas, c'est justement cette force du retour plus bas. Est-ce qu'on va vraiment retaper les 7384, les 7002, les 7100, ou est-ce qu'on se maintient finalement autour des 7500 environ pour accumuler et repartir et la force, la tendance nous donnera certainement une grosse indication sur la dynamique moyen-long terme à venir sur le CAC 40 pour l'été et la rentrée 2025. On va regarder les valeurs. Et accord qui casse, hein, oblique court terme. Donc sur les plus hauts, on était sur des plus hauts historiques ici à 51. On consolide, petite panique sur les taxes. Et là, on revient. Gap haussier, hein, ça devait être les résultats, je crois. Sur accord, entre le 24 et le 25. Et là aussi, moyenne à 200, cassure d'oblique, donc très favorable. Et là, on est au-dessus, aux prises avec l'ancienne résistance des 44,6. On est pas loin de casser. Donc là aussi, favorable hein, sur accord. C'est pas ma valeur favorite, mais techniquement, on est plutôt bien. Et les fondas aussi sont corrects. Donc on a une validation aujourd'hui pour se réintéresser à la valeur Air Liquide. Les résultats aussi qui étaient plutôt corrects. Alors, le chandelier est moyen parce que d'un côté on met un gap donc plutôt positif, de l'autre on fait un double échec sur un plus haut historique et le double échec est jamais très bon. Une mèche basse c'est plutôt favorable, donc on voit qu'on a vraiment des signaux contraires sur Air Liquide, donc je pense qu'il faut attendre. C'est plutôt une valeur défensive, elle devrait performer, mais l'acheter là pour le court terme non, mais plutôt éventuellement voir les plus bas, hein, les plus bas ici sur les 150, les plus bas sur les 160, peut-être un retour hein, sur les 170 ou 180 à acheter pour le moyen terme. C'est défensif, les risques sont assez limités hein, sur cette valeur qui devrait aussi performer, mais attention au court terme. Airbus, des résultats là aussi plutôt largement favorables, avec des résultats qui ont été achetés. On était déjà revenu sur la moyenne à 200, on gap sur résultats favorables, on le dit depuis un moment. Sur le moyen terme, on attend éventuellement, oui, les portes d'entrée plutôt intéressantes court terme. On l'a aujourd'hui sur des résultats intéressants, donc depuis toute cette période-là, hein, et la cassure notamment début avril, fallait être prudent, même si sur le moyen long terme, on pouvait avoir éventuellement des investissements, mais là on revient à court terme sur quelque chose de plus sécurisant, et on peut certainement jouer à nouveau la valeur Airbus avec un support autour des 145. ArcelorMittal, alors oui et non sur Arcelor, les résultats, ouais, ni bon ni mauvais non plus. Il y a un peu de tension au niveau politique sur Arcelor. La reprise sur beaucoup de valeurs un peu construction et pas pareil partout, hein, et sur l'acier aussi, donc plutôt favorable, mais un petit bémol quand même sur Arcelor. Alors techniquement ça reste correct. On a cette belle période avec les plus hauts de plus en plus hauts, les plus bas. Alors racheter sur les 21, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas été capable d'avoir des plus bas de plus en plus haut aussi, donc l'oblique là est
pas forcément ultra pertinente parce qu'elle est assez courte. On a surtout ce support autour des 26,3 hein, sur Arcelor. C'est là qui, je pense, il faut capitaliser et peut-être faire attention si on repart en dessous. Mais il n'y a pas vraiment une belle dynamique très forte qui se met sur Arcelor. Plutôt neutre quand même sur la valeur, même si à long terme, je pense qu'on devrait performer. Mais est-ce qu'on risque pas d'avoir encore un énième retour vers le bas sur Arcelor? Attention sur cette valeur-là. AXA, toujours bien, hein, les assurances notamment. Beaucoup d'assurances qui ont des graphes assez impressionnants. Hein. Avec un modèle économique où il rembourse pas toujours, donc forcément c'est favorable. RAS, techniquement c'est haussier. Notamment ici, hein, on avait parlé début janvier avec la cassure de cet oblique-là qui s'achetait. On y est revenu sur le 7 avril et on rebondit très fort. Donc oui. Maintenant, pour une entrée court terme, on est sur des plus hauts. C'est pas forcément là qu'on va acheter. Hein. C'était plutôt ici sur les 34. Mais si on est dessus, oui, c'est plutôt une valeur défensive, plutôt à rester tant qu'on n'a pas des signaux vraiment mauvais baissiers qui vont nous indiquer peut-être la fin de la tendance. On reste haussier, hein, court et long terme sur AXA. Mais l'entrée moyenne BNP. Il y a toujours un doute sur les bancaires. Moi, je les trouve un peu quand même bien valorisés. Et c'est pas forcément une affaire de les acheter maintenant. Pas mal d'analyses qui sont plutôt favorables encore sur les bancaires françaises. Moi, je suis plutôt neutre. Et j'attendrai hein, de les acheter peut-être beaucoup plus bas. La BNP, peut-être ici sur les 59,60. Techniquement, on n'est pas encore dans une... on le voit par rapport à AXA, hein, qui elle a fait son plus bas aussi sur le 7 avril, qui a rebondi et qui est déjà sur ses plus hauts. BNP, elle n'est pas sur les 82, hein, on n'est que sur les 76. Donc là aussi, je pense qu'il faut être prudent sur la plupart des bancaires. Plutôt neutre aussi, Bouygues. Favorable, oui, on en avait parlé avec la cassure ici du 15 janvier, le signal d'achat autour de début février. Derrière, elle va chercher ses résistances, notamment ici, hein, sur les 35. Elle a un peu de mal, c'est normal, et puis elle finit par les casser. Donc là, on voit sur la construction, hein, ça revient bien. Les dynamiques aussi long terme hein, sur les moyennes à 200 et toutes les moyennes ici qui sont en train de se retourner, donc retournement long terme. Et puis l'ancien canal haussier sur Bouygues. Alors on revient sur le point bas. Le point bas qui pourrait se transformer en point haut, hein, parce qu'on l'a suivi longtemps, mais on a eu une grosse période de dégradation. Donc à voir si on va tenir ce niveau-là. Peut-être un retour hein, sur les 36,5. Ça me semble un niveau plutôt favorable pour accumuler et puis pour finalement prendre un peu des bénéfices parce que sur Bouygues, 36% en 3 mois et demi à peu près. Est-ce qu'on a encore, même si oui, on reste bien orienté, il y a un moment où ça va décrocher. Donc c'est pour ça que pour une entrée court terme, je suis plutôt négatif, mais pour le moyen long terme, oui, on retrouvera peut-être Bouygues intéressant dans quelques mois. Toujours autour des 36. Si on joue le moyen long terme, il n'y a pas grand chose à faire, mais en court terme, c'est pas le meilleur moment pour acheter. Évidemment, Bureau Veritas, plutôt négatif hein, sur Bureau Veritas, l'entrée au CAC ici, hein, fin d'année 2024 ou début 2025. Derrière, et c'est ça, cette séquence qui est relativement mauvaise. Notamment le retour moyenne à 200, le retest et l'échec. Alors, on a fait le rebond, et finalement, le rebond, on est toujours en dessous, hein, ici. 28,36, la moyenne à 200 autour des 29. Ça donne quand même des signaux pas très encourageants sur Bureau Veritas, donc plutôt neutre. Alors, on n'est pas non plus dans de la dégradation, quelque chose de négatif, mais c'est pas la valeur qu'on va acheter probablement aujourd'hui. Capgemini. Alors j'en ai parlé de Capgemini, moi j'étais un peu déçu quand même si les résultats ont été largement achetés. Je trouve que la valeur est toujours dans une période assez mauvaise, donc les résultats, on était là sur les 130, on ouvre sur les 143, c'est vendu dans le cours de séance, on revient hein, sur quasiment le prix d'ouverture des 143, on est à 142. Là aussi, on voit que ça manque de peps, hein, court terme, et puis la dynamique moyen-long terme est aussi largement baissière. Donc,
Capgemini, est-ce que le point bas a été atteint sur les 111? Peut-être, mais on n'est pas à l'abri d'y retourner encore une fois avant de repartir. Moi, je vois pas de signaux de force très intéressants, très forts, malgré ce gap qui a du mal à partir. Plutôt toujours négatif sur Capgemini. Carrefour. Carrefour, c'est un peu mieux quand même parce qu'on avait cette zone des 13,6 qui est vraiment importante parce que c'était un gap baissier. On a réussi à le combler juste sous la moyenne à 200 et surtout le canal haussier qui est en train de se créer court terme, donc pour finalement stopper celui qu'on avait fait en baissier depuis septembre 2024. Là aussi, est-ce que c'est une valeur à jouer sur le moyen long terme? Il n'y a pas les signaux, il n'y a rien. En court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? Pas grand-chose, si ce n'est une dynamique peut-être de retest ici sur les 14. Est-ce qu'on va être capable de tenir les 13,6, les 14? C'est assez neutre aussi, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas intéressantes sur Carrefour. Avec aussi ces investissements en Amérique du Sud, ça devrait les porter, mais pour l'instant, c'est pas assez suffisant sur Carrefour. Et l'inflation qui a pas mal baissé en France, mais il y a toujours pas mal de pression sur les ménages, donc elle n'arrive pas aussi à faire des chiffres en France excellents. Donc plutôt à regarder de loin également Carrefour, même si on voit que la réaction depuis le février finalement, et puis le retest du 7 avril sur les plus bas, nous annonce peut-être un point bas qui a été atteint sur les 12,6 environ. Mais là aussi, peut-être pas mal de construction à venir, donc pas forcément très intéressant. Crédit Agricole, pas terrible, parce qu'on a ce phénomène de double top, de double échec sur les plus hauts, qui annonce généralement un retour sur support. Support, il est ici sur les 15. On est allé sur les 17,3, petite panique, rebond. 17,3 encore, échec. Le lendemain, boum, gros chandelier rouge. On a ce phénomène de double échec sur les plus hauts. Généralement, on va ici, on va chercher le support. Donc à court terme, plutôt négatif sur Crédit Agricole. Et là aussi, on l'a un peu cher, Crédit Agricole. Donc est-ce que c'est intéressant de l'acheter ici sur les 16? Moi, je trouve pas. Après, je me trompe peut-être, les bancaires vont continuer à monter, mais j'éviterais d'acheter les bancaires en ce moment. Je les trouve assez valorisés ou pas sous-valorisés. En tout cas, c'est mon avis. Danone, toujours bien, Danone, c'est une valeur super intéressante. Là aussi défensive, donc il n'y a pas des pourcentages énormes à faire, mais elle progresse bien. On est toujours haussier. Alors il y aura certainement des prises de bénéfices aussi à un moment, mais pour l'instant, elle se comporte bien. Et puis, dans un jour où on fait quasiment, beaucoup de vert, une dynamique aussi positive en termes de semaines, mais elle résiste plutôt bien. Généralement, les défensives, elles souffrent un peu plus que les autres quand les marchés sont verts. Et là, on voit qu'on est sur des plus hauts historiques sur Danone. Donc ça continue, belle valeur à garder, éventuellement en fond de portefeuille, et puis sur des signaux d'allègement, pourquoi pas, mais là on vient même de rentrer en surachat 71, donc toujours haussier sur Danone. Dassault Systèmes, pas terrible, moi j'aime pas trop Dassault Systèmes, elle a un peu sous-performé. Alors je crois que c'est Dassault Systèmes qui a une division sciences et vie, notamment sur le médical, qui est en train de se développer et qui devrait à terme, avec l'IA aussi, donner pas mal de chiffres d'affaires, mais pour l'instant c'est encore trop petit et ça a déçu ces derniers trimestres. Donc je pense que c'est peut-être là un relais de croissance intéressant sur Dassault Systèmes, mais c'est moyen. Et puis tout ce qui est aussi logiciel et défense guerre, dans un secteur qui est plutôt bien, on le voit qui est sous-performe, donc j'attendrai 3 mois peut-être pour me réintéresser à Dassault Systèmes, même si là aussi on voit que le support est plutôt bien tenu. Support historique à 31,8, c'est racheté, racheté en octobre 2022, racheté en novembre 2024, racheté en avril 2025. Éventuellement, si on aime la valeur,
Si on pense qu'elle peut repartir, moi j'attendrai encore quelques mois, mais oui, on peut acheter maintenant parce que on est proche d'un support et si on casse hein, les 31, les 30, il faudra partir. Donc on est proche d'un support, pourquoi pas. Mais moi j'ai toujours un petit doute sur cette valeur et je la trouve pas terrible pour le moment. Éventuellement voir la congestion qui est en train de se créer ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Et suivre si on peut vraiment recasser hein, les 35-36. Mais attention, Edenred, on a parlé un problème législatif et probablement des solutions de paiement autres que les tickets restaurants. Donc beaucoup de pertes au niveau politique si ça passe au Brésil qui représente environ 10% hein, d'Edenred, du chiffre d'affaires. Donc ça a baissé. Ensuite on a annoncé probablement que ça se ferait pas parce qu'au niveau politique aussi il y a beaucoup de changements en ce moment et des élections. Donc Edenred remonte, mais il remonte assez faiblement hein, finalement. On a toujours l'incertitude sur la législation en France. Est-ce qu'on garde les 5%, les 4% de plafond ou est-ce qu'on va diminuer? Auquel cas ça ferait assez mal à Edenred et à Pluxee aussi. Bah, ça fait beaucoup, ça fait trop pour le marché. Alors on est quand même sur des points bas, hein, on valorise plus trop actuellement, mais il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de bonnes nouvelles. C'est ça qu'il faut attendre pour rejouer la hausse sur Edenred, donc plutôt moyen en ce moment. NJ c'est fort, hein, on l'a dit, depuis le gap ici, c'est plutôt à acheter. Ça continue et on voit que par rapport aux pétrolières, hein, tout ce qui est un peu secteur énergie, alors ils sont pas tous bien orientés, mais NJ, elle performe très bien. Hein. L'énergéticien qui est sur des plus hauts historiques aussi, on le voit a dépassé hein, les 15 du mois de 2008 notamment en ajusté. Par contre, oui, le canal haussier, on l'a dépassé aussi. Ce qui fait que souvent, alors c'est pas là aussi c'est pas une certitude, mais souvent bah, quand on commence à taper un peu le canal haussier et à s'en extraire, bah, on a des consos. Ça s'était fait ici au mois de mai 2023, au mois de juin 2023. On est un peu haut, donc derrière on consolide, c'est normal. Et là, ça fait 2-3 jours qu'on est au-dessus. Donc, attention à une consolidation qui serait normale et saine et qui remet pas en cause la tendance haussière de NJ. Mais alors à court terme évidemment non, hein, pas d'achat ici, mais plutôt éventuellement attendre s'attendre à une petite conso sur NJ et puis pourquoi pas éventuellement le comblage de gap, mais et même s'il n'a pas lieu, hein, une consolidation même autour des 16.2, ça serait intéressant. Donc attention au court terme. Et Silor, super valeur. Et Silor, on n'attend plus que le top départ. Hein. On a cette phase de conso, cette réaction sur la moyenne à 200 autour du support à 237. On n'est pas loin de repartir. Qu'est-ce qu'on a eu sur Silor? On a eu là le petit gap du 2 avril. Et finalement, hein, ça va coïncider avec la cassure d'oblique court terme. Donc si on a ce phénomène de cassure d'oblique et de retour autour des 264, on aura certainement le signal court terme pour rentrer sur Essilor et jouer la suite. Mais le moyen long terme est déjà très favorable hein, sur Essilor. Je crois qu'ils sont numéro 1 mondial maintenant hein, sur Essilor Luxottica, donc le français et l'italien. Ils possèdent aussi et ils produisent toutes, que ce soit les verres ou les montures. Toute la chaîne de valeur, ils la maîtrisent. Et avec le vieillissement de la population aussi, c'est plutôt super favorable. Qu'est-ce qui peut faire baisser Essilor? Peut-être là aussi un point sur le législatif et la baisse des remboursements, notamment sur l'optique, sur certains pays, sur certains gros pays. C'est le seul point négatif qu'on peut avoir. Sur le reste, on est largement acheteur et largement favorable sur Essilor. Donc on surveillera ça, hein, les 265. Mais c'est probablement déjà, je pense, à acheter parce qu'on a fait la conso et puis tous les voyants sont au vert quand même sur Essilor. Et c'est une valeur extrêmement forte. Eurofin. Ils sont en train de confirmer enfin la fin de leur dynamique. Ils ont donné du dividende. Pour ça, je le referai plus tard. Donc la sortie, enfin, de la dynamique baissière peut-être sur Eurofin avec les plus hauts de plus en plus bas. Et on a cette cassure
Enfin, je nettoie parce que c'est limite, mais c'est ces niveaux-là qu'il faudra voir, je pense, hein, notamment le dernier plus haut, le dernier rebond à 57, 59. On est à 56, 58. On est à 1 euro de stopper cette dynamique de plus haut, de plus en plus bas. Et quand on commence à stopper cette dynamique, on peut s'attendre à quelque chose. D'autant qu'on a des supports là qui ont été bien achetés, notamment depuis octobre 2023. 43 euros racheté sur la panique un peu ici, le 24 juin ou le 21 juin, racheté autour du mois de novembre 2024. Ça semble enfin repartir sur Eurofin, donc c'est une valeur sur laquelle j'étais négatif depuis des années, hein. Mais là aujourd'hui, et notamment depuis une semaine ou deux, depuis là, hein, les résultats et le gap du 22 au 23 avril, probablement terminé, hein, cette période. Donc oui, Eurofin redevient intéressant, je pense. Et je crois qu'elle a des ratios aussi assez faibles, donc ça devient intéressant. Hermès, la Chine va mieux. Hermès, si on veut jouer le luxe, hein, c'est vraiment la valeur, je pense, à acheter plus que les autres. On avait sur Hermès ce petit gap ici qui a déjà été comblé, hein, puis il n'existe plus. Ces rachats sur support sur moyenne à 200, ça fait beaucoup de signaux positifs. Le dernier, alors, oui, non, celle-là, c'est celle que j'avais créée un peu, celle-là, mais qui est pas pertinente, pas vraiment pertinente, hein, c'est vraiment du court terme. Ce qu'on peut attendre, c'est plutôt ça, hein, sur Hermès, cette zone-là. Les 2574, en gros. Si on y revient, on aura certainement une confirmation. On regardera aussi Chine-États-Unis. Hein. Chine, la croissance la plus forte attendue certainement si ça reprend. États-Unis aussi, ils sont là, malgré le ralentissement. Si on a, parce que c'est un marché important, hein, les États-Unis pour Hermès. Mais moi, c'est une valeur que j'aime bien et qu'il faudrait peut-être acheter. Dynamique, ouais, dynamique, on est pas mal quand même sur Hermès. Il nous manque peut-être juste un gros signal. Alors est-ce qu'on l'a eu ici? C'est difficile parce que on a un peu des pics de volume partout sur le 7 avril, hein, qui ont été un plus bas sur beaucoup de valeurs et un rebond. Ça manque un tout petit peu de force sur Hermès pour se dire ça y est, c'est reparti, mais c'est quand même une valeur à privilégier. Elle est un peu chère aussi en termes de PER. À surveiller Hermès. Kering, éventuellement pour jouer un rattrapage sur Kering, mais ces valeurs-là, hein, moi j'évite personnellement quand je vois ça, quand je vois les sous-performances par rapport à son secteur et des autres actions, non. Maintenant, il y en a qui aiment bien jouer les rattrapages et les valeurs des côtés. Ouais, c'est compliqué, hein. Même là, on le voit, la force du rebond est assez misérable. Donc, j'aime pas ces graphes-là, ces actions-là qui n'y arrivent pas. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Il faudra, je pense, hein, combler le gap à 242 pour être un peu plus optimiste sur Kering. Le grand, on a parlé de Microsoft. Très positif, centre de données aussi, intelligence artificielle, ça reprend, ça va reprendre, on va avoir certainement des chiffres importants. Donc, les valeurs qui avaient été décotées comme Schneider et Legrand vont revenir. Alors, le rebond est pas phénoménal non plus sur Legrand. On a eu des points d'achat et je pense que le plus bas a été atteint, hein, sur les 87 en gros, hein, sur Legrand. Ça valait le coup, hein, pour ceux qui ont acheté là. Je pense que ne devrait pas les retrouver de sitôt. Cette zone-là, 98, les 100 en gros, on va dire les 98, on le voit, c'est vraiment une zone clé sur le grand, hein. Échec, 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 échec. Ah, on revient, et puis là il y a eu une petite panique. Mois de janvier, ça devait être DeepSeek ici. On est reparti. On est revenu, on a travaillé quelques jours. La panique sur les droits de douane, les accords, le rebond sur le 7 avril. Et puis finalement, toujours cette zone-là, des 98 qui est jouée. Est-ce qu'on va en sortir par le haut ou par le bas? Il
faut surveiller, mais les dernières annonces qu'on a sur les grosses américaines qui devraient relancer le grand sont plutôt positives. Donc on aurait tendance à anticiper éventuellement la sortie. Plutôt favorable aussi sur le grand. Il n'y a pas trop de signaux négatifs. On verra les dernières grosses américaines, mais là pas mal de gros sont passés quand même. Ça devrait performer. Et même sur les autres centres de données. Alors je ne sais pas s'ils ont beaucoup de chiffres d'affaires en Asie et en Chine, mais là aussi ça devrait exploser, les valeurs serveurs aussi et IA en Chine. Donc a priori, il n'y a pas de raison qu'on ne casse pas vers le haut assez rapidement sur le grand, plutôt positif. Et puis, comme d'habitude, si on est un peu plus prudent, on attend la cassure effective, éventuellement les 102.8, les 103, pour rejouer la dynamique positive sur cette valeur. L'Oréal, moi je suis dessus depuis un moment, je vous en ai parlé, L'Oréal. Le retournement moyen-long terme, il est en train de se faire, il va mettre du temps, il va pas être en V, mais on a ce phénomène de poussée de consolidation, de poussée de consolidation, de poussée de consolidation, de poussée, vous avez compris la suite, mais petit à petit, on monte, on met des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts également, et à terme, on va certainement retrouver L'Oréal sur des niveaux intéressants. Donc oui, là aussi, c'est pas des pourcentages monstrueux, mais petit à petit, on est qu'à 10%. Mais je pense qu'on va quand même bien remonter la pente sur L'Oréal parce que les points bas étaient quand même sacrément décotés sur les 320, donc plutôt favorable. Et puis on a ce phénomène de retournement long terme qui va se passer, qui va se confirmer, qu'on avait déjà anticipé depuis quelques mois maintenant. LVMH. Et c'est là où on voit la différence entre deux grosses valeurs d'un même secteur avec Hermès. On n'a pas l'impression que c'est le même graphique, on n'a pas l'impression que c'est le même secteur, et pourtant, donc, on voit la faiblesse d'LVMH, qui a donné du dividende, évidemment, j'ai pas refait. Donc non, par rapport à d'autres valeurs, on peut acheter Hermès, LVMH, on a tapé des plus bas, on les a enfoncés, on était ici sur les 558, boum, 475, c'est pas terrible. Moi, j'aime pas comme ça quand on est battu par une autre valeur du secteur. Il faut plutôt se précipiter sur le leader et sur Hermès. Alors LVMH, oui, ça reste un gros, mais elle est en train de perdre des parts de marché, de perdre sa place de numéro 1 au CAC, de perdre un peu partout. C'est pas une bonne dynamique moyen terme, même court terme, il y a pas grand chose. Il faut éviter, je pense, ces valeurs-là. Là, graphiquement, ça fait un peu peur. Michelin, il y a eu des chiffres qui étaient pas si mauvais que ça, notamment. Alors, le problème, ça a été aussi le secteur auto et la première monte. La première monte, c'est les achats de pneus, notamment pour les véhicules neufs. Et là, Michelin a été assez handicapé. Par contre, sur les autres ventes, sur les véhicules déjà en circulation et puis les nouveaux pneus, alors notamment sur les gros, sur les camions, ça va plutôt bien. Le reste aussi, voiture, occasion ou déjà en circulation, ça remonte. Mais elle est un peu quand même handicapée par le secteur auto, même si elle se défend d'être vraiment suiveur du secteur auto. Ce qu'on peut voir aussi Alerte déclenchée. sur Michelin, c'est plus haut, de plus en plus bas, qui nous amène peut-être ici vers les 28 ou vers les 30 à nouveau. Si on dézoome, on voit ce phénomène qui devrait être porté par un secteur auto en hausse pour peut-être relancer Michelin. Pour le moment, c'est pas tellement le cas. On a vu des beaux rebonds, mais on nettoiera après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, je pense, sur Michelin. C'est plus haut de plus en plus bas. Et cette dynamique sous la moyenne à 200, c'est faible. C'est faible sur Michelin. Orange. Qui me fait mentir pour l'instant, Orange qui continue de monter. Techniquement, ça reste haussier. Alors, on a eu cette panique 7 avril, mais après, on est reparti. Donc, toujours au-dessus de la moyenne à 20. Peut-être à surveiller. Moi, si j'étais dessus, il faut monter les stops, je pense, sur Orange, parce qu'il y a un moment où ça va bien décrocher. Alors, pour l'instant, non. Oui, il y a eu les chiffres aussi sur l'Afrique. Afrique et Moyen-Orient qui étaient plutôt bien. Donc là aussi, c'est le relais de croissance pour Orange. Parce qu'elle n'est pas présente notamment en Amérique du Nord et aux États-Unis, ou très peu.
Et c'est dommage parce que c'est un gros marché. Elle a décidé de se focaliser plutôt sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Et les derniers chiffres Afrique-Moyen-Orient étaient plutôt bons. Ce qui explique la belle progression, ce qu'on attendait depuis un peu des mois, voire des années, qui est peut-être en train de se matérialiser maintenant. Maintenant, sur Orange, on a pris, on a pris 34% sur une valeur plutôt traditionnelle défensive, avec un gros dividende. C'est pas une tech Orange, hein. Donc attention. Mais à court terme, oui, on est toujours haussier. Faudra surveiller peut-être les 12 ou les 12,3. Si on y revient, si on commence à les tester, il y aura peut-être des prises de bénéfices. Pernod Ricard, pas loin. On en avait parlé ici le 31 mars, éventuellement jouer le rebond de Pernod Ricard, notamment avec les possibles accords sur la Chine, qui pourraient détaxer un peu les alcools. On a eu ce plus bas au 7 avril, le rebond. Pas fameux le rebond, mais on est déjà plus haut que les 92 quand on en avait parlé. On est sur les 96. Alors ça manque toujours de peps là aussi, sur Pernod Ricard. Ça manque de demande de croissance sur les pays, notamment États-Unis et Chine. Il y a eu le déstockage a été fait. Mais maintenant, il faut une demande plus importante. Et c'est là où on n'a pas vraiment des chiffres importants. Alors, handicapé forcément par les droits de douane. Mais même sans ça, pour le moment, il n'y a pas un retour important sur l'alcool. On le sait, c'est un peu comme on peut suivre notamment confiance consommateur. Plus les consommateurs ont confiance, plus ils vont acheter notamment des biens et des services qui seront discrétionnaires, c'est-à-dire qui seront pas utiles. C'est un peu du luxe. Et Pernod Ricard, il tombe pile là-dedans. Donc aujourd'hui, il y a un peu de méfiance avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, avec la baisse de la croissance sur beaucoup de secteurs. Donc les ménages, les entreprises aussi, les entreprises pas pareil, elles vont pas investir, mais les ménages ils vont plutôt thésauriser et ne pas dépenser. C'est notamment le cas en Chine, qui a une épargne très importante. Et à un moment, il va falloir la dépenser, cette épargne, notamment en alcool, entre autres choses, mais pour l'instant, il y a un manque de confiance en Chine. Et tant qu'on a ça, Pernod Ricard aura du mal à repartir. Par contre, si on commence à voir la Chine dépenser un peu plus, à la fois dans son secteur domestique, mais aussi acheter les produits étrangers, et si on a des accords sur les droits de douane, notamment avec l'Europe, Europe-Chine, qui sont relativement bas, ça devrait repartir. Mais là, c'est ça qu'il faut voir, c'est ces annonces-là qui devraient relancer le titre. Pour l'instant, on l'a pas. Pour l'instant, on reste baissier. Pour l'instant, c'est très moyen. Et les 100 qu'on voyait comme support, pour l'instant, on est toujours dessous. Donc, ça pourrait venir, parce qu'on a quand même des signaux plutôt intéressants avec la Chine, mais c'est trop tôt. Pour l'instant, les consommateurs, et notamment les consommateurs chinois, n'ont pas assez confiance en l'avenir. Publicis, belle valeur, Publicis, moi j'aime bien. On avait parlé notamment des 90, qui pouvaient être une zone d'achat intéressante. Après, il y a eu la panique et on revient sur les 90. Je suis pas rentré dessus. Je peux pas acheter tout. J'ai pas de liquidité à ce moment-là. Mais c'est sûr que Publicis ici sur le 7 avril, c'est plutôt une belle affaire. 75, c'est un peu n'importe quoi. Ralentissement économique parce que Publicis c'est 35 ou 45% de chiffre d'affaires en Amérique du Nord. Donc là aussi, la baisse, elle est plutôt logique, mais dans une optique moyen long terme, c'est un des leaders, si ce n'est le leader en termes de médias. C'est une valeur à suivre. Et puis on le voit à gap haussier, pas comblé, dynamique positive, retour sur support résistance ici à 90. On attend quoi? Juste le petit signal ici et retour moyenne à 200 cassures, mais pour moi c'est déjà validé, c'est validé ici, c'est validé à la fois par le phénomène de gap non comblé et par le phénomène surtout d'opportunité d'un prix assez faible pour la valeur, avec des volumes aussi. C'était super bien acheté sous les 80. Donc c'est une valeur intéressante. Faudrait capitaliser et accumuler au-dessus des 90, qui vont devenir certainement un nouveau support sur la valeur. Donc là aussi plutôt favorable. À court terme,
On voit, on n'est même pas encore en surachat hein, avec le beau rebond. On est qu'à 59 niveau RSI. Il y a de la marge pour continuer la tendance. Même si on n'est pas aussi long terme hein, actuellement, on va certainement construire. Mais plutôt favorable quand même sur cette valeur-là. Renault. Alors les ventes de Renault en électrique, c'est un des seuls. Hein. Il y a Volkswagen aussi qui était pas mal, mais c'est un des seuls européens qui se maintient bien. Moi, je suis toujours beaucoup plus chinois, hein, un véhicule électrique chinois à acheter. La Renault 5 notamment, c'est pas mal vendu. Malgré ça, le cours de bourse a du mal à progresser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour Renault pour exploser? Parce qu'elle fait déjà hein, le taf, mais ça suffit pas. Pour Renault, faut plutôt acheter les points bas et un peu comme sur Publicis, les valorisations un peu faibles parce que là, oui, on est peut-être sur des prix un peu justes. Mais avec la concurrence chinoise, ça va être compliqué. Hein. On en parle de ce carré bleu sur Renault sur lequel finalement c'est vendu avant Covid. Boum, on revient après Covid, c'est vendu. On revient mois de février, c'est vendu. On n'arrive pas. Et pourtant, les fondamentaux et les ventes sont plutôt correctes. Mais, hop, c'est pas ça. On a éventuellement ça aussi sur Renault. On a des points bas qui sont rachetés en permanence. Ici, avril 2022, octobre 2023, octobre 2024, novembre 2024, avril 2025. C'est peut-être ça qu'il faut acheter si on a une réaction. Parce que si on casse, retour à la casse 30. Hein, donc attention, mais oui, en court terme, on a cette période ici de plus haut de plus en plus bas, de rachat sur support, avec ici la congestion qui va arriver. Et donc c'est ça qu'il faut surveiller, peut-être un signal fort à la hausse ou à la baisse pour acheter ou vendre Renault. Safran, toujours positif là aussi sur Safran, hein, avec les moteurs d'avion notamment, des gaps intéressants. Là aussi la panique avec le rebond du 7 avril. On revient déjà sur l'oblique court terme. La tendance elle est favorable. La moyenne à 200 a été largement rachetée. Le support à 217 aussi. Favorable. Sur Safran, il n'y a pas grand chose à faire. Là aussi c'est peut-être plus défensif que d'autres. Mais à moyen terme, oui. À court terme, on avait aussi sur le gap hein, un signal d'achat intéressant. On en aura peut-être un deuxième sur cassure d'oblique court terme, et même si on revient, hein, lécher l'oblique ici, tester la résistance, faire un échec, revenir et puis casser. La tendance elle est quand même plutôt beau fixe sur Safran, donc positif pour le moyen terme. À court terme on verra, même si on avait un achat court terme ici sur les 230. Saint-Gobain, plutôt intéressant. Saint-Gobain, là aussi le rebond du 7 avril a été très fort, et les rachats sur moyenne à 200 sur support, cassure d'oblique à 200, on l'a vu. La construction, Bouygues, on a vu Bouygues hein, dernièrement, Saint-Gobain il s'en sort plutôt bien. Alors on est proche des plus hauts aussi, mais on a des chiffres sur la construction et puis la chimie aussi de spécialité qui sont plutôt bons sur Saint-Gobain, donc ça vaut plutôt le coup aussi pour le moyen terme. À court terme, peut-être vérifier hein, le gap qui a été fait sur une zone support, donc peut-être y revenir sur cette zone des 91, le rebond, éventuellement moyenne à 200, ici on le voit, ça pourrait arriver cet été, voilà, et coïncider donc avec le comblage de gap, le support sur les 91, la moyenne à 200, ça pourrait être intéressant. C'est pour ça que j'achèterai pas trop maintenant, parce que ça me semble pas être une bonne affaire, même si on reste positif sur le moyen long terme sur Saint-Gobain. Éventuellement ce scénario à jouer qui peut être intéressant. Sanofi. Sanofi, ils ont un peu de mal. Alors, les chiffres et les sorties de Sanofi sont plutôt bons aussi. Maintenant, techniquement, le marché est clair. Hein, depuis mars, c'est non. C'est clairement non. Retour sur moyenne à 200, cassure, rebond technique. Et là, on y est. Est-ce qu'on va réussir à casser la moyenne à 200, casser l'oblique et confirmer que finalement, cette période un peu de panique autour du 7 avril
est derrière nous, et auquel cas, bah, on achète, parce que finalement c'est plutôt bon, hein, ce que nous donne Sanofi, ou alors est-ce que le marché nous dit non, on n'arrive pas à casser les 100 et on va continuer à construire un peu vers le bas. Donc je pense que la semaine prochaine, on aura un début de réponse sur Sanofi, à savoir est-ce qu'on arrive à se maintenir au-delà des 100, quel cas ça peut être intéressant d'acheter le court terme, mettre des stops hein, autour des 98, 97 et voir la suite, ou pas. Schneider Electric, bah, comme sur le grand. Alors Schneider, ils ont été un peu plus impactés. Et ils sont descendus un peu plus bas. Et pour moi, c'est toujours favorable. Et je pense que les contrats, notamment sur les serveurs hein, et les data centers, ils vont arriver. Et le grand, ils vont avoir des chiffres plutôt intéressants. Là aussi, le plus bas du 7 avril, sur les 180, c'est bas. On commence à baisser en termes de volatilité. Là, c'est intéressant hein, avec, on le voit, ce phénomène un peu d'élastique. Où on a les 199, les 217, donc on devrait aller par là, continuer de côté, et surtout les résultats qui avaient été vendus, je crois que j'en avais parlé hein, sur la vidéo, moi j'étais plutôt acheteur, alors que on a eu un gap baissier qui était plutôt négatif, mais moi j'étais toujours acheteur et plutôt favorable, et derrière qu'est-ce qu'on a? Bah effectivement le marché qui rachète. C'est plutôt ça qui était surprenant, hein, ce gap baissier qui était excessif selon moi. Derrière, bah, ce gap-là, il n'existe pas, mais on en a fait un autre, notamment ici. Hein. Le nouveau gap, il est là, et il est haussier entre les 206 et les 210. Après les résultats. Alerte déclenchée. Et on comble le gap des 216. Aujourd'hui, il n'existe plus. Hop. Donc pour moi... Schneider, oui, ça s'achète pour le moyen terme. Éventuellement, ça se renforce. À court terme, on n'a pas encore une dynamique très favorable, mais on a quelque chose d'intéressant, je pense. Et puis des beaux volumes aussi ces 3 dernières séances. Donc, toujours plutôt favorable pour vraiment être sécurisé sur Schneider. Alors, je pense qu'on aura peut-être avant hein, des grosses poussées, mais sinon, c'est ça. Hein, c'est cet oblique-là qui nous mène peut-être ici au mois d'août. Donc le scénario négatif, ce serait de continuer à avoir un peu de mal et puis finalement, hop, de casser ici en août ou en septembre, peut-être, les 225 et les 235. Auquel cas là, ça s'achète et on ira certainement vers le haut. Mais je pense qu'on aura des phénomènes un peu avant, peut-être ici au mois de mai, juin, juillet, qui mériteront de s'acheter sur Schneider. Auquel cas, on peut déjà éventuellement anticiper. Pour moi, c'est favorable. Mais techniquement, il y a ce phénomène hein, plutôt là à acheter qui serait plus prudent d'attendre. Société Générale, une bancaire qui surperforme un peu les autres, notamment ces 2 compères françaises. Là aussi, j'ai le même discours hein, sur les bancaires françaises, je les trouve déjà bien valorisées. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter comme ça sur des plus hauts? Des plus hauts court terme, hein, parce qu'on était déjà bien plus haut, mais là, 2007-2008, crise de subprime, hein, les bancaires qui se font défoncer. Derrière, ça va mieux, mais bon. On est au-dessus des 36, on est au-dessus des 40, on est au-dessus des 44, 45. Ouais, moi, j'achète pas les bancaires sur ces niveaux-là. Stellantis. Toujours problème douanier. Alors voilà, faut que je refasse tout sur Stellantis. Ils donnent du dividende, hein, ils sont courageux. On va refaire juste les plus bas. Hop. Je referai ça après. Non, toujours pas. Sur Stellantis, il faut revenir au-delà des 8,86 en rouge. Ouais, c'est ça, 8,86. Et puis des accords surtout sur les droits de douane avec le Mexique et le Canada, parce que Stellantis, ils produisent beaucoup au Mexique et au Canada, et ils importent ensuite aux États-Unis pour vendre leurs voitures, notamment en Amérique du Nord, et donc ils se tapent des droits de douane. Je suis fatigué. Énorme.
Et donc ça les handicape. Alors il y aura peut-être des accords, mais eux ils ont le package un peu le pire hein, pour les constructeurs en termes de vente, en termes de construction. Donc oui, la valorisation est faible, mais on le disait déjà ici sur 16 euros. On le disait déjà ici sur 13 euros. On le disait déjà ici sur 10 euros. Et on est descendu à 7. Aujourd'hui on est à 8. On va pas y passer plus de temps. STM, non, toujours pas sur STM. Ils font n'importe quoi. Déjà, il y a les Français et les Italiens qui se tirent dans les pattes continuellement sur STM. Et ils sont pas capables de s'entendre. Donc là, au niveau de la direction, c'est mauvais. Au niveau des chiffres, c'est mauvais. STM, ils ont aussi beaucoup de chiffres d'affaires au niveau des semi-conducteurs pour le secteur auto qui a du mal. Faut être courageux pour acheter STM. Ça n'a aucun intérêt pour le moment. Donc éventuellement, quand on aura un rebond du secteur auto vraiment fort, et peut-être plus en Europe qu'ailleurs, pourquoi pas, mais et éventuellement changement de direction ou des accords un peu plus forts entre la France et l'Italie, parce que on n'y arrive pas en ce moment avec STM, donc non, 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 non. Téléperformance, les résultats étaient pas mauvais. Les résultats étaient même meilleurs que prévu, alors pas de beaucoup, je crois que c'était 1% de mieux, et c'est vendu. Pour moi, c'est... alors, le marché se trompe pas, hein, mais le marché des fois est excessif et se rend compte à plus ou moins court terme des opportunités. Et pour moi, Téléperformance, c'est toujours une opportunité. On a ici la vente à découvert sur Téléperformance sur les 12 derniers mois, et le pic au mois de janvier, le pic au mois de mars, on le voit, hein, plus de 5%, 5,5% du capital, c'est beaucoup. Et depuis, c'est racheté, c'est racheté, c'est racheté, c'est racheté. On est à moins de 3% de vente à découvert sur Téléperformance. Il n'y a plus de raison de vendre Téléperformance, il n'y a plus de raison de shorter cette valeur. On a déjà atteint des points bas. Pour moi, Téléperformance, elle va que avoir des bonnes nouvelles et un retournement haussier, je pense. Et là, les résultats qui ont été... alors on le voit, on a fait gap haussier à l'ouverture. Et puis finalement, durant la séance, on a vendu. Pour moi, c'est incompréhensible sur ce que fait Téléperformance, sur les chiffres de Téléperformance, sur la dynamique. Alors je suis dessus, je reste dessus, éventuellement renforcer encore, mais tant qu'on tient les 78, les 80, on est dans cette période un peu où le marché ne vend pas non plus hein, Téléperformance. Le marché ne valide pas encore le retournement qu'on avait essayé de faire, notamment au début d'année 2025. Donc il est plutôt en attente, mais on le voit, il n'y a pas non plus de... Alors on verra la semaine prochaine, parce que là, il est moche quand même le chandelier, un moins 7 et puis un gros chandelier rouge comme ça. Si on en a 2-3 et qui nous ramènent là, on se posera des questions, mais c'est une valeur que je trouve injustement décotée et qui a toujours des résultats plutôt intéressants et qui intègre l'IA petit à petit, qui continue à faire de l'argent. Elle mérite pas ce cours et cette valorisation qui sont beaucoup trop bas selon moi, donc plutôt à surveiller. Pour l'instant, le marché hésite. Pour l'instant, le marché est légèrement neutre. Hein. Si on regarde le moyen terme, il n'y a rien. Hein. Pour les 77 et les 100, on fait rien. À court terme, attention aux résultats, mais à moyen long terme, moi je suis plutôt favorable. Je suis investi sur les 100, sur Téléperformance. Thales, toujours favorable, hein, valeur de guerre Europe Défense, oui, 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 tous les jours. Donc Thales, on voit la consolidation qui s'est fait depuis le mois de mars, on consolide à plat. On a les indicateurs qui descendent, on a le cours qui reste à plat. Une fois que la consolidation est terminée, généralement ce qui se passe, c'est que au niveau de la MACD, on repart vers le haut, et le cours également. Et quand on a ce phénomène de consolidation à plat, c'est généralement très favorable pour un retour vers le haut, parce que quand on a des consolidations, dans la grande majorité des cas, consolidation MACD égale consolidation du cours, donc baisse du cours, et là on l'a pas. Donc ça, c'est un signe de force très intéressant pour la suite. Toujours favorable hein, sur Thales, Total Energy, et je suis dessus. Non, on l'a vu hein, avec le pétrole.
Le pétrole a un peu de mal, le pétrole est sur des plus bas. Il y a les grosses valeurs américaines aussi. Il y avait Exxon, Chevron, Shell. Il y en avait au moins deux là qui avaient donné leurs résultats, qui n'étaient pas terribles aussi, hein. C'est décevant pour l'instant le pétrole. Le prix du pétrole n'aide pas. Les marges ont beaucoup baissé. Ça reviendra, le pétrole, mais alors, malgré la politique Trump, hein, plutôt pro-pétrole, il est pro-pétrole, mais pro-pétrole pas cher. Donc oui et non. Et là, à court terme, on est plutôt non, et un gros non sur Total. Et il faut tenir les 49. On a cette zone-là, hein, de plus bas, rachetée sur le 7 avril forcément. Si on vient à casser les 49, moyen, et on a vu, hein, avec les membres notamment, hein, d'autres valeurs pétrole parapétrolières qui, elles, s'en sortent mieux. Donc, Total, gap baissier, on a du mal pour l'instant. Alors c'est peut-être un support qui va tenir, hein, les 49 et potentiellement un point bas, mais là aussi on n'a pas cette dynamique intéressante, cette tendance favorable. Donc même si on rebondit, ça risque de rien faire encore pendant un moment. Donc attention sur Total. Le seul intérêt, c'est le gros dividende qui tombe tous les 3 mois sur cette valeur-là. Unibail. Le rebond a été très fort, hein, sur Unibail. Mais échec. Sur les 82, on l'avait frôlé. Mois de mai 2024. Double échec ici, donc forcément c'est mauvais derrière. Là, il y a eu la panique un peu partout. Le gap, il est comblé. Le rebond est intéressant sur Unibail, mais on a toujours du mal. Alors, c'est pas la valeur que je suis le plus, hein, Unibail. Les foncières immobilières comme ça. Centres commerciaux. Qui dit centres commerciaux dit croissance. Croissance du PIB, dépenses des ménages. Et actuellement, c'est moyen. C'est moyen en Europe, c'est mauvais aux États-Unis. En Allemagne aussi, c'est moyen. Donc, Unibail, on n'a pas ces chiffres macro qui pourraient nous donner, hein, une poussée du cours vers le haut. Techniquement aussi, c'est neutre. La panique est passée, on revient sur notre cours moyen, hein, autour des 75-76, mais il se passe rien entre les deux. Donc attendre des signaux un peu plus forts sur Unibail. Actuellement, c'est neutre. Veolia, moi j'aime bien Veolia, on en avait parlé ici, hein, sur les 26, 27, ça s'achetait. Derrière, ça a bien performé, on a eu la panique et le rebond très fort. Donc oui, ça valide tout ce qu'on avait dit, notamment fin 2024 sur Veolia, sur les utilities, sur sa capacité aussi à croître, notamment au Moyen-Orient. On est favorable sur Veolia. Maintenant, on l'avait dit ici, hein, sur les 26-27, on est revenu sur les 32. Donc pareil, à court terme, c'est un peu en retard. Si on est dessus, je pense qu'il faudra garder parce qu'on a probablement aussi un support autour de 31,5 qui devrait être confirmé. Et enfin, Vinci, un petit gap sur Vinci. Il n'est pas énorme, mais il existe. Et on est toujours favorable là aussi. Alors attention aux prises de bénéfices parce qu'on revient à nouveau sur le surachat, hein, sur le RSI. Mais on avait parlé ici, hein, de signal d'achat sur Vinci autour des 97, 96. Et l'objectif c'était les 120. Les 120 on les a dépassés. On est toujours haussier, hein, court terme, il n'y a rien à faire, il faut rester. Pourquoi pas, hein, une grosse poussée comme ça sur Vinci. Moi j'aime bien, il y a des relais de croissance intéressants avec autres que les concessions autoroutières et aéroportuaires et les constructions tout court. On avait l'énergie, production d'énergie, vente d'énergie, d'électricité. Donc Vinci, elle coche beaucoup de cases, on est largement positif. Et les 112 pourraient être un support sur lequel on revient à court ou moyen terme, qui serait intéressant d'acheter, même un peu en dessous, pour jouer le moyen long terme. Donc à court terme, techniquement on est haussier, faut s'attendre peut-être à des prises de bénéfices, et si c'est le cas, éventuellement renforcer ou racheter sur des rebonds, parce que c'est moyen long terme, on est largement favorable sur Vinci. Et enfin, les valeurs abonnées de CRSI, la reprise des serveurs, hein, beaucoup d'actions serveurs reviennent parce qu'on a Microsoft qui va bien. Donc on l'a vu aussi sur le grand Schneider. De CRSI, c'est pareil, hein, c'est une action spécialisée serveur dont on attend, hein,
l'explosion un peu. On avait été déçus ici au mois de février. Moi, j'espérais beaucoup plus. On a vendu, mais finalement, on revient. Moyenne à 200 aujourd'hui, et puis pas loin de casser hein, cet oblique sur les plus hauts. Donc oui, si on a ce phénomène-là la semaine prochaine, on ira certainement hein, rejouer les 6 et peut-être plus sur 2 CRSI. Donc toujours favorable sur la valeur. Mais oui, ça met beaucoup de temps. On en parle depuis plus d'1 an de CRSI. Orubis, le cuivre qui a perdu pas mal il y a 2-3 jours, mais qui a rebondi. On est toujours plutôt favorable avec notamment la Chine hein, sur le cuivre et sur Orubis qui est revenu sur des zones clés ici. Moyenne à 200, racheter. On est en train de casser la moyenne à 20, même si on a un peu de mal. On est négatif là sur le RSI, donc en territoire négatif c'est bien. On a eu l'inversion de tendance. On a plein de signaux positifs toujours sur Orubis. Donc oui, ça s'achète ici, ça se renforce si vous n'êtes pas dessus. Moi, je suis dessus hein, sur Orubis. J'ai renforcé notamment récemment ici. C'est une valeur que j'aime bien et qui devrait continuer à progresser, qui était plus intéressante que certaines américaines ou australiennes notamment. Donc Orubis, c'est en Allemagne. Très favorable. Emeis. Ouais, éventuellement. Alors, on n'a pas trop lance. Si on prend la tasse avec lance, on a bien la tasse. Ou alors lance, on la mettrait plus haut. Ouais, ça ressemble un peu tasse avec lance éventuellement, mais là on aurait dû faire un échec pour avoir une tasse et puis construire lance ici. On a construit lance au-dessus. Bon, en gros, Emeis, on en a parlé hein, de tout le secteur un peu aide aux personnes âgées et seniors, avec notamment l'augmentation du budget à l'Assemblée nationale. Ça avait reboosté un peu beaucoup de titres, dont Emeis. Emeis aussi, ils ont des capitaux en termes d'immobilier qui sont supérieurs à leurs dettes par rapport à d'autres. C'est pas forcément le cas, donc financièrement ils sont revenus à flot hein, après avoir forcément à saccager les actionnaires qui étaient présents, hein, mais suite à à la polémique hein, sur Orpea, forcément ça avait baissé. Caisse des dépôts et consignations qui sont revenus au capital, ça revient. Je pense qu'il faut jouer le long terme sur Emeis. On est toujours favorable. À court terme, on voit cette zone autour des 10 qui est intéressante et qui servira certainement de support. Et puis le retournement long terme, hein, on le devine maintenant avec la moyenne à 200 ici qui est en train de s'aplatir et peut-être de repartir. Donc Emeis, l'ancien Orpea ou l'ancien Corian qui est Clariane, ça devrait être favorable également. Merx, non. Non, absolument pas. Cassure des 130, on est baissier partout, on a une oblique baissière ici court terme, cassure de moyenne à 200. Non, le jour où on revient ici, au-dessus des 130, éventuellement 130, 140, ouais, mais là, à moins qu'on ait eu des signaux, des annonces sur cette période-là qui changent tout. J'ai pas suivi Merx, mais là j'y vais pas hein, sur ce graphe-là. Non, c'est trop tôt. Et Seb qui revient, mais qui a un peu de mal quand même. Alors on est revenu sur les 87. C'était la zone un peu à tenir, sur laquelle on avait fait un gap, on avait fait un échec. Et on revient finalement. Donc oui, enfin, là c'est un peu positif. On espère mieux, notamment avec la Chine, hein, qui a un gros marché sur Seb. Pour moi, ça va repartir, Seb. Avec la Chine qui revient, il devrait performer. Maintenant, la force du rebond, elle est moyenne. Il faut attendre peut-être des signaux un peu plus importants, des volumes un peu plus importants, des cassures de niveau clé un peu plus importants pour avoir une dynamique court terme favorable. Là, c'est un peu risqué, mais on voit que finalement, hein, sur la panique, alors là aussi, on est descendu super bas. Hein. On revient sur des niveaux bas classiques autour des 80, 81, qui sont généralement support pour le titre. Donc là, on a eu toute cette période-là un peu panique Trump, qui normalement n'aurait pas dû exister et qui n'aurait pas dû casser si on n'avait pas ces niveaux un peu politiques. On serait resté ici sur Seb. Donc sur les plus bas, sur les 81, sur le support.
À court terme, faut attendre un retour ici et puis peut-être un gros pic de volume, la moyenne à 200. Je pense que ça va arriver, mais on n'a pas les signaux encore. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, un peu longue aujourd'hui. On fera plus les américaines après, hein, parce que là c'est faire trop long. Et on reparlera des résultats des grosses valeurs américaines, donc ce week-end ou la semaine prochaine. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, des interrogations sur les actions, sur la bourse en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus.